Alors, bienvenue dans ce nouveau chapitre qui est selon moi un des chapitres les plus importants de cette formation, donc soyez vraiment vigilants et ne survolez pas ce chapitre-là parce qu'il vous permettra de comprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement de React. Donc dans ce chapitre, on va parler de l'immutabilité, des composants purs et de comment React fonctionne au niveau des renders. Alors petit rappel, même si on l'a déjà évoqué, à chaque fois que l'on fait un setState, ce que fait React, c'est qu'il redéclenche un rendu. Donc il va réappeler les fonctions dans le cadre de composants sous forme de fonctions, ou dans le cadre de composants sous forme de classe, il va réappeler la fonction render. Cette fonction render va créer un arbre avec la fonction createElement de React, et ensuite React DOM pourra comparer à la version précédente pour savoir quel changement il doit effectuer. Donc de manière générale, ces opérations se font très rapidement et ça fonctionne de manière plutôt transparente pour l'utilisateur. Le problème, c'est que parfois, dans la partie render, vous allez avoir un brin de logique qui peut coûter un petit peu en termes de performance. Et ça peut donner un retour très mauvais au niveau de l'utilisateur. Alors pour illustrer le problème, on va reprendre l'exercice qu'on avait fait précédemment, donc le listing de produits, et on va introduire un petit délai au niveau du rendu. Donc j'ai créé au niveau de mon index.html cette petite fonction qui permet de bloquer et d'attendre pendant un petit moment. Je n'ai pas utilisé de timer volontairement, l'idée c'est de bloquer le script pendant une petite durée. Donc au niveau de mon app.js, dans la partie product row, ce qu'on s'imagine c'est que peut-être pour récupérer un extrait du contenu de la fiche produit ou je ne sais quoi d'autre, ça met un petit moment. Par exemple, on convertit de Markdown en HTML et le parseur est pas très efficace. Donc pour simuler les choses, ici on va mettre un wait de 500 millisecondes. Donc si je sauvegarde, on voit que la première fois, ça met un petit temps à être rendu, mais c'est tout à fait normal. Parce que il y a 6 produits, et du coup c'est 600 x 5, ça fait 3 secondes. Maintenant, dès que je tape des choses, vous allez voir que même si je suis pas en train de taper sur mon clavier, les choses continuent à apparaître avec du délai. Donc il y a globalement une à 3 secondes entre chaque affichage de lettres. Et ça donne un ressenti qui est pas forcément terrible à l'utilisateur. Alors pourquoi on a ce délai-là? Tout simplement parce que à chaque fois que l'on tape quelque chose, SearchBar va appeler la méthode onFilterTextChange sur le parent, et le parent va faire un this setState. Donc vu que j'ai un setState ici, la fonction render va être réappelée, et pour render, il a besoin de rendre SearchBar, ça se fait quasi instantanément, et il a besoin de rendre ProductTable. Pour rendre ProductTable, il va devoir rendre chaque sous-composant, et ces sous-composants vont mettre chacun 500 millisecondes, et c'est pour ça que ça bloque un petit peu le système. Donc on peut se dire, c'est un petit peu dommage, parce que finalement, entre le moment où j'ai tapé quelque chose ou le moment où j'ai coché cette case-là, par exemple la ligne football ou baseball, elle ne change pas nécessairement. Donc c'est un petit peu dommage de faire autant de renders. Et on peut s'assurer de ce nombre de renders en mettant ici un console.log render. On va le voir, au premier affichage, on a 6 fois render qui est appelé. Si je coche cette case-là, on va avoir 4 fois render qui est appelé en plus, donc 10 au total, parce qu'on a 4 composants. Si je redécoche, on va avoir 16 rendus. Et comme on peut le penser, c'est un petit peu dommage parce que les lignes, elles ne changent pas en fait entre chaque filtre. Même si on a changé le filtre, finalement, une ligne produit ne dépend que du produit. Donc dans ce cas-là, on peut utiliser ce que l'on appelle des pure components. Un composant pur, c'est un composant qui ne sera rendu que si son état ou ses propriétés changent. Si un des deux éléments change, ou même les deux, dans ce cas-là, il appelle render. Si les éléments ne changent pas, dans ce cas-là, il ne rappelle pas les choses. Alors vous pouvez utiliser des pure components de deux manières. Si vous avez un composant sous forme de classe, il suffit ici de rajouter un extend de react.pureComponent. Et si votre composant est sous forme de fonction, vous pouvez le redéfinir en utilisant la fonction react.memo. Donc je peux ici créer une constante qui va s'appeler productRow. Alors ça va rentrer en collision, donc ça on va le renommer component. Et je vais lui dire de faire un react.memo et je vais lui passer en paramètre ma fonction productRowComponent. Voilà, ce sont les deux manières de créer un composant pur. Je vais laisser dans mon composant ici le console.log de render pour que vous puissiez voir la différence. Si je réactualise, j'ai bien 6 rendus à l'état initial, et lorsque je coche cette case-là, on voit qu'il n'y a pas de rendu supplémentaire. Tout simplement, il a détecté que ces lignes-là, on les avait déjà rendues à l'étape précédente, donc ce n'est pas utile de re-rendre les choses, vu que le paramètre qu'ils reçoivent, product, n'a pas changé.
Si je décoche, on va avoir 2 rendus supplémentaires parce qu'il y a 2 nouveaux éléments qui ont été rajoutés. Donc là, il a besoin de les re-rendre. Mais on voit déjà qu'on optimise bien les performances à ce niveau-là, parce qu'à chaque fois qu'on va avoir un élément, il ne va pas être obligé de rappeler le render. Alors on peut se dire, finalement, est-ce que je ne devrais pas rendre tous mes composants sous forme de pure component? Ça me permettrait d'optimiser les performances de manière générale. Alors, pas forcément. Premièrement, il faut savoir que lorsque vous utilisez un pure component, vous allez demander à React, sous certaines conditions, de ne pas rendre les choses. Et parfois, vous pourriez avoir des bugs avec des rendus que vous attendriez qui ne se font pas. Et on va voir quelques exemples de problèmes juste après. L'autre chose, c'est que maintenant, à chaque fois qu'il doit rendre ce composant, il doit faire une comparaison. Donc si vous avez beaucoup de propriétés et beaucoup d'états, cette comparaison peut avoir un coût. Donc si on prend l'exemple d'un petit bouton par exemple, c'est pas forcément utile d'aller faire des comparaisons en permanence. On re-rend le bouton et ce n'est pas grave. Donc on réservera l'utilisation de composants purs vraiment pour des éléments qui sont importants, qui ont peut-être une logique complexe et pour lesquels on sait les conditions de rendu. Alors ça nous amène justement à la seconde problématique qui est la notion d'immutabilité. Donc lorsque l'on va travailler avec des composants purs, il faudra bien faire attention à ce que les propriétés changent. Alors je vais vous faire un exemple concret et ça vous parlera plus. Donc on va s'imaginer que notre filter product table, on le transforme en pure component. Donc ici on lui dit tu es un pure component. Vu qu'il fonctionnait sous forme de classe, le rendre pur est très simple. Donc ce filterable product table, il ne sera rendu que si son état change ou si la liste des produits change. Donc on va s'imaginer du coup au niveau de notre react.render, attendre une seconde et refaire un rendu avec une liste de produits différente. Alors, je remonte, on va reprendre cette constante-là, on va la mettre juste en dessous, et on va rajouter un nouveau produit. Donc on va s'imaginer rajouter ici le Nexus 8, et il est au même prix que le Nexus 7. Cette constante, je vais l'appeler products2. Maintenant, je vais demander à mon script d'attendre une seconde, et au bout d'une seconde, je vais re-render tout cet élément-là. On va attendre un petit peu plus. Donc on va faire un set timeout, donc on lancera une fonction qui va relancer un nouveau rendu, mais cette fois-ci avec la seconde liste de produits. Et on va attendre 2000 millisecondes. Donc on voit qu'au bout de 2000 millisecondes, le Nexus 8 arrive. Je vais au niveau de mon render ici mettre un console.log de render. Si je réactualise, on voit qu'au bout de 2 secondes, on a bien un second render qui est appelé parce que la liste des produits change et du coup le composant change. Donc là, c'est en concordance avec ce qu'on attend. Maintenant, imaginons, on n'est pas forcément si malin que ça et on se dit, je vais simplement pousser dans mon tableau produit le nouvel élément. Donc on va tout simplement lui dire qu'au niveau de products2, ça sera égal à products. Et ensuite, je fais un products2.push et je push mon nouvel élément. Je sauvegarde, j'attends 2 secondes, et au bout de 2 secondes, je remarque qu'il ne se passe rien. Pourtant, on pourrait se dire, ouais, mais j'ai changé le listing produit et je réappelle render, donc normalement, il devrait re-rendre les choses. Et c'est justement là qu'il y a un problème. En effet, là, ce que vous faites ici, c'est une mutation, c'est-à-dire que vous mutez l'objet products et vous rajoutez une nouvelle valeur. Donc lui, lorsque vous avez défini que ce composant était un composant pur, il fait juste une vérification de surface, c'est-à-dire qu'il ne va pas vérifier qu'à l'intérieur de votre objet products, vous n'ayez pas les mêmes produits que l'objet précédent. Lui, il compare juste le nouvel objet à l'ancien. Vu que vous avez fait une mutation, lorsqu'il fait une comparaison, il dit non, c'est toujours le même objet. Certes, tu l'as changé, mais moi j'ai aucun moyen de le savoir. Je compare l'ancien objet au nouveau et c'est le même objet, la même référence, et ça pose un problème. Donc pour remédier à ce problème-là, lorsque on fait un set state et lorsque l'on change l'état, il faudra éviter d'altérer l'état précédent. Donc la bonne solution pour faire ce que l'on veut faire ici serait tout simplement de dire products2, ça va être la liste de nos produits, donc products1, auquel je rajoute une nouvelle entrée, comme ceci. Et dans ce cas-là, lorsque je sauvegarde, on va voir qu'au bout de 2 secondes, on va effectivement avoir un second rendu et notre Nexus 8. Donc lorsque vous souhaitez modifier un tableau, il faudra utiliser ce spread operator pour rajouter une clé avant ou après. Donc en faisant ça,
Si vous voulez rajouter une clé à la fin. Si vous voulez rajouter une clé au début, vous ferez New Item et ensuite vous rajoutez les items. Si vous voulez rajouter une clé au milieu, c'est un petit peu plus compliqué. Ensuite, si vous voulez modifier des objets, il faudra faire un peu la même chose. On s'imagine que vous passez un objet et ensuite vous rajoutez la clé que vous avez besoin de rajouter comme ceci. Donc à chaque fois que vous faites une mutation, un set state, il ne faut pas muter l'état précédent, mais il faut tout simplement envoyer un nouvel objet représentant votre nouvel état. Donc c'est très important, surtout si vous travaillez avec des composants purs, parce que sinon vous allez avoir ce problème-là. Alors aussi, ça va nous amener à un second problème. Alors on va retirer cette petite logique-là, et on va défaire notre pure component. Ici. On va re-rendre notre product row comme un composant pur. Donc à ce niveau-là, j'ai juste à lui dire, voilà, je vais faire une constante product row égale react.memo, et je fais ça. Voilà, donc encore une fois, ce sont deux manières différentes de définir des composants qui sont des composants purs. React.memo dans le cas d'une fonction et React.pureComponent dans le cas d'une classe. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés par la terminologie ici, memo c'est le diminutif de mémorisation. C'est tout simplement une technique qui consiste à mémoriser les valeurs retournées par une fonction pour éviter de la réappeler. Voilà pourquoi on appelle ça mémorisation. Et pure component, ça vient des fonctions pures, c'est-à-dire que c'est une fonction qui change de retour seulement si ses valeurs d'entrée ont changé. Et sinon, qui rend toujours la même chose. Donc c'est pour ça qu'on a ces deux termes qui sont utilisés. Donc je réactualise ma page et je vais mettre ici un console.log, encore une fois, de render product, ce coup-ci. Donc là, on a bien l'optimisation qui est faite. Si je coche cette case-là, je n'ai pas de render product nouveau qui est appelé. Maintenant, imaginons que lorsque je fais un render product, je me dis je vais te passer un petit callback. Donc lorsque je fais un product row ici, je lui dis onClick, même si derrière ce n'est pas interprété, et là je lui passe une fonction. Et on s'imagine que j'ai une fonction qui s'appelle onClick, et je ferai un this.onClick, et je pourrais faire un bind this par exemple, ou je pourrais lui passer une fonction en écrivant de cette manière-là. Et là je ne sais pas ce qu'on pourrait mettre. Juste comme ça. Si je sauvegarde, on va voir quelque chose d'étrange. Si je décoche cette case-là, et si je redécoche cette case-là, on voit que contrairement à tout à l'heure, on a plein de rendus qui sont réappelés. Pourquoi? Tout simplement parce que en définissant les callbacks de cette manière-là, à chaque fois que vous réappelez cette fonction-là, cette fonction est différente. Elle n'est pas mémorisée quelque part, et du coup, à chaque fois que vous avez ce rendu qui est demandé, malgré la mémorisation, il dit « Oui, mais le callback est différent du callback précédent. Du coup, vu que le callback n'est pas le même objet, je dois redéclencher un rendu. » Et le fait d'envoyer et de décrire les callbacks directement comme ça, même si ça peut paraître pratique au premier abord, a un effet contre-productif. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un rendu, le callback est différent, et si vous avez derrière des composants qui sont purs ou des composants qui sont mémorisés, ils ne prendront pas en compte la mémorisation parce que le callback change à chaque fois qu'il y a un nouveau rendu par le composant parent. Donc c'est pour ça que c'est très important, lorsque on utilise des callbacks, comme on le fait depuis le début de cette formation, d'utiliser cette approche-là, du bind this dès le constructeur. Comme ça, ce callback est défini une bonne fois pour toutes dans cette classe-là, et il ne changera jamais. Si vous utilisiez un bind this directement à ce niveau-là, à chaque fois que vous appelez un bind this, il redéfinit une nouvelle version de la fonction. Donc à chaque fois, vous vous retrouveriez avec une nouvelle fonction et les composants purs qui sont en dessous déclencheraient des rendus parce qu'ils penseront que ce qu'ils reçoivent en paramètres a changé. Donc ça, c'est très important de bien assimiler ça. Donc ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que basiquement, si vous avez des composants qui sont particuliers, qui ne doivent pas être re-rendus systématiquement, même si leur parent est re-rendu, et qui ne doivent être re-rendus que si une des propriétés ou leur état change, dans ce cas-là, ça peut être intéressant d'utiliser des pure components. Donc si on prend le cas de Facebook par exemple, on a au milieu un newsfeed qui liste l'ensemble des news. On peut s'imaginer que quand je tape une recherche en haut, on n'a pas envie de re-rendre systématiquement ce newsfeed. Donc on peut lui dire, lui il ne dépend que du paramètre en entrée qui serait la liste de news. Et il n'y a que quand la liste de news change qu'il doit être re-rendu. Donc ça peut être pertinent de créer un pure component à ce niveau-là.
Par contre, si vous avez juste besoin d'avoir un bouton, ça ne sert à rien de le mémoriser, ça aura un coût supplémentaire pour économiser un rendu qui est vraiment minime, donc ça ne vaut pas le coup. Par contre, voilà, gardez cette idée en tête que si vous avez des composants où vous savez que la logique de rendu peut être un petit peu complexe, dans ce cas-là, on utilisera les pure components. Ensuite, lorsque l'on fait des set state, on fera attention à ne jamais muter les valeurs. C'est-à-dire que si on change une valeur, on va créer une nouvelle version. Donc si on travaille avec les objets, on va créer un nouvel objet, soit en utilisant le spread opérateur, soit en utilisant la fonction object.assign. Et si on travaille avec les tableaux, on évitera à tout prix d'utiliser un push. On créera un nouveau tableau, et on rajoutera une valeur, soit en utilisant le spread operator, soit en utilisant slice. Donc là, à vous de voir, mais l'intérêt vraiment, c'est de créer une nouvelle version du tableau. Les éléments à l'intérieur du tableau peuvent ne pas changer, ça paraît logique, mais par contre le tableau doit être une nouvelle version. Sinon, lorsqu'il va faire des comparaisons, il va détecter qu'il n'y a pas de rendu à faire, et ça peut poser des problèmes. Enfin, le dernier point, lorsque l'on utilisera des callbacks, et pour faire remonter de l'information par exemple, on fera attention à envoyer toujours la même version de la fonction, et ne pas définir les fonctions à la volée, parce que sinon, ça veut dire que l'enfant aura toujours l'impression de recevoir une nouvelle version du callback, et même si votre composant est pur, ça redéclencherait des rendus. Enfin, une dernière chose, alors je l'ai volontairement essayé de l'éclipser pendant ce chapitre-là, mais vous avez une fonction qu'il est possible d'utiliser au niveau de vos composants, qui est la fonction should_component_update. Donc c'est quelque chose qui va être appelé, et qui permet de savoir si le composant devrait être mis à jour. Donc cette fonction s'appelle should_component_update. Elle va prendre deux paramètres. Le premier c'est les next props, c'est-à-dire les nouvelles props qu'il va recevoir, et le second c'est next state. Cette fonction, elle doit renvoyer true ou false pour dire est-ce qu'elle doit faire un update, c'est-à-dire est-ce que la fonction render doit être rappelée. Donc là, on va s'imaginer qu'on aurait un return false tout le temps. Et au niveau de cette fonction render, je vais faire un console.log render. Si maintenant je clique sur une checkbox ou que j'essaie de taper une recherche, on voit qu'il ne se passe absolument plus rien. Parce que lorsque React voit qu'il y a un changement d'état, il va utiliser cette fonction-là pour savoir si on a un render, et cette fonction ne renvoie rien. Et du coup, on n'a aucun nouveau rendu. Donc on va juste débugger next props et next state. Lorsque vous faites un extend de react.pureComponent, c'est en fait une classe qui fonctionne comme un composant classique, sauf que vous avez déjà un should_component_update qui a été créé, et qui compare simplement que les next props et les next state ne doivent pas être identiques. Donc c'est vraiment assez rare qu'on ait besoin de définir nous-mêmes cette fonction-là. Ça peut être utile dans certains cas, donc c'est pour ça que je vous le montre, mais de manière générale, on va plutôt utiliser les pure components et on ne va pas forcément définir cette logique-là. Le problème quand vous commencez à changer cette structure-là et cette logique-là, c'est que vous pouvez derrière avoir des problèmes avec des rendus qui devraient se faire qui ne se font plus, et ça pose toujours un petit lot de problèmes. Donc là, si j'essaie de cliquer ici, on voit que je reçois en premier paramètre les nouvelles propriétés, donc elles ne changent pas, et par contre je vois que la partie in stock only a changé. Donc ici, si on voulait faire quelque chose, on pourrait vérifier que on retournerait que next props.products doit être différent de this.props.products. Ou il faudrait que next state.filterText doit être différent de this.state.filterText. Ou, encore une fois, que nextState.inStockOnly doit être différent, et vous avez compris le principe. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait de manière automatique lorsque vous utilisez des pure components. Mais c'est ce qui se cache sous le capot. Si maintenant j'essaie de cocher cette case-là ou de faire des recherches, ça fonctionne convenablement et le rendu est appelé. Donc voilà pour ce principe-là. Retenez bien le concept d'immutabilité et l'utilisation des callbacks en ne redéfinissant pas les choses à chaque fois. C'est vraiment les deux éléments clés qu'il faut comprendre dans ce chapitre-là. Donc j'espère que ça vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair et je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre où nous allons parler des références.